Aujourd'hui on va parler sûrement de pas mal de mes jeux préférés. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue déjà dans ce nouveau décor. C'est pas très loin de là où c'était puisque vous reconnaissez peut-être le meuble qu'il y a de ce côté-là. Et en fait tout simplement maintenant j'ai enfin un vrai meuble pour mes jeux de société. J'en suis très fier, oui je fais l'intro de la vidéo avec ça. Alors dans cette vidéo qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Vous êtes venu chercher des jeux d'affrontement. Et les jeux d'affrontement, il y a un temps j'étais pas trop friand de ça, enfin dans le sens que j'allais pas forcément en chercher, mais avec le temps, à force de connaître plusieurs types de jeux de société, eh bien je me suis rendu compte que mes jeux préférés, c'était les jeux de conquête. Je vous parle souvent de Glorantide, de Rising Sun, j'aime beaucoup For Gods, j'aime beaucoup Small World. Sauf que quand on est deux, on peut pas jouer à ce genre de jeu. La plupart du temps, c'est du 3 joueurs. Small World, ça peut se jouer à 2, mais c'est un peu tristoun. Et bref, c'est le genre de jeux qui sont bien à partir de 4, quoi. Aujourd'hui, on va parler de jeux exclusivement à 2, enfin presque, et qui est basé toujours sur le même principe, c'est déplacer des pions, des jetons, des figurines sur un plateau pour défoncer l'autre. Alors allons-y pour la petite sélection de 5 jeux d'affrontement que je vous propose. Pour ce jeu-là, je vais pas vous mentir, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué parce que tout simplement il ne m'appartient pas. D'ailleurs dans ce top, il y en a 2 qui m'appartiennent pas. Ce jeu-là, quand mon ami me l'a présenté, j'ai vraiment fait les gros yeux en mode qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort d'un, je sais pas, d'un magasin un peu lambda, un peu bric-à-brac, parce qu'il l'avait trouvé là-bas. Et c'est rare de voir, on va dire, des vrais jeux, entre très gros guillemets, dans ce genre de magasin. Ce jeu-là, c'est un jeu d'affrontement qui est basé sur le timer. Et il porte bien son nom puisque c'est Time Arena. Time Arena, je vous l'ai dit, je n'y ai pas joué depuis longtemps, mais par contre, j'ai un très bon souvenir du jeu. Ce genre de jeu qui déjà vous propose plusieurs armées différentes, plusieurs unités différentes qui ont toutes leurs caractéristiques, toutes leurs forces, toutes leurs faiblesses, même parfois des effets spéciaux. Par exemple, le perso qu'on voit en plein milieu, s'il y a une autre unité avec elle à côté, elle le protège entièrement, il ne peut pas se faire attaquer. C'est le genre de truc que j'adore, les combos qui s'enchaînent avec certains persos, etc. C'est vraiment génial, enfin j'adore ça. Le principe de Time Arena est pas si simple dans le sens que vous avez différents personnages que vous allez choisir avant la partie en mode draft, c'est-à-dire vous avez plusieurs personnages, le premier en choisit un, le deuxième en choisit deux, puis le premier en choisit deux, etc. jusqu'à en avoir 4 chacun. Et à chaque fois de couleur jaune, rouge, bleu et vert. Le but du jeu, plus ou moins simple, c'est d'aller fracasser la gueule à son adversaire, que ce soit en détruisant sa base adverse, là vous pouvez gagner de cette manière-là, ou bien en réduisant son timer à 0. Et oui, parce que ça c'est la grosse particularité du jeu, le jeu est fourni avec une application qui permet de faire un peu comme le jeu d'échecs, c'est-à-dire que vous avez un timer sur lequel vous appuyez à chaque fois que vous finissez votre tour. Et chaque joueur a 5 minutes pour jouer au total, donc la partie dure au maximum 10 minutes. Mais ce n'est pas tout, car il y a le timer de l'application, mais il y a aussi beaucoup de sabliers dans la boîte, parce que chacun de vos persos a un sablier quand il meurt. C'est-à-dire qu'au moment où une de vos unités meurt, par exemple la bleue, vous retournez le sablier bleu. Et vous ne pourrez réinvoquer cette unité que lorsque le sablier sera terminé. Et autant vous dire que ça amène une complexité dans la manipulation qui est pas évidente du tout, mais qui amène du coup une sorte de côté jeu d'adresse et de stratégie en même temps, et c'est assez dingue à jouer. La première partie, vous allez galérer vraiment beaucoup parce que vous êtes là en mode je retourne ce sablier, faut que j'appuie, mince j'ai fini mon tour, mince faut que je finisse vite. Et les autres parties, vous allez beaucoup plus maîtriser ce que vous faites, et c'est ça qui sera beaucoup plus grisant. Ce que j'aime avec Time Arena, c'est vraiment ça. C'est ce côté, en fait, où vous avez jamais le temps, mais où vous devez quand même maîtriser une situation critique où le personnage adverse s'avance vers vous pour vous défoncer, mais vous avez quand même des unités qui peuvent peut-être défendre, mais parfois, vous passez tout un tour avec aucun sablier parce que, ils sont tous en train d'essayer de ressusciter. Donc oui, dans ce jeu, on ne gagne pas en tuant toutes les figurines de son adversaire, puisque elles peuvent revenir dans le temps. Time Arena, c'est un jeu que je trouve pas trop dans le commerce. C'est un jeu, je vous le conseille, mais j'espère que vous le trouverez parce que il vaut pas très cher et sincèrement, il paye pas de mine. Il paye vraiment pas de mine. La boîte est pas super jolie, les graphismes sont pas très jolis. Une boîte faite à la va-vite, enfin vraiment, c'est pour ça que je le trouve pas très beau. Après, je dis les graphismes, mais les personnages, par exemple, sont très sympas. Les petits tokens sont vraiment sympas, les sabliers et tout ça. Le terrain est cool aussi. Et puis le côté application qui vraiment amène un truc cool, quoi. Ah oui, et aussi un truc.
le jeu est en vrac dans la boîte. Mais est-ce que c'est grave? Oui, aujourd'hui on attend plus d'éditions, mais bon, là, le jeu est un petit peu ancien, enfin un petit peu ancien, j'ai dit n'importe quoi, c'est écrit 2017 sur la boîte. Bon, remarque, ça fait 5 ans. Mais voilà, le jeu est pas hyper bien édité pour le coup, mais c'est pas grave, parce que le jeu est cool, vraiment. Donc si vous avez l'occasion de le trouver et à pas trop cher, oui, Time Arena, c'est un oui. On passe sur un jeu auquel je n'ai fait qu'une seule partie pour le moment, mais en même temps, je peux vous en parler parce qu'il se rapproche beaucoup d'un autre jeu que j'aime et que la licence, bon, et puis le créateur, bon, et puis même le créateur qui a permis que cette boîte existe, eh bien, vous les connaissez un petit peu. Et ce jeu-là se déroule dans l'univers de Cthulhu. Alors, je sais, il y a beaucoup qui lèvent les yeux au ciel, mais c'est pas le Cthulhu Lovecraft avec les investigateurs, etc. Non, c'est pas ça du tout. Ce jeu est sorti il y a vraiment très peu de temps et il reste encore des boîtes sur le marché. Allez l'acheter de toute urgence. Il s'agit de Cthulhu Wars Duel. Comment j'allais passer sur un jeu d'affrontement sans vous parler de Cthulhu Wars Duel, qui est sincèrement le gros résumé finalement de ce qu'on trouve dans Cthulhu Wars et de Gloranta en version de joueur et qui a été ultra bien adapté. Pete est celui qui a forcé pour que ce jeu sorte. C'est lui qui a pas tout à fait posé les règles, mais qui en tout cas a beaucoup contribué à ce que ce jeu sorte vraiment. Et c'est venu finalement de l'idée de rendre un Cthulhu Wars pas cher, un Cthulhu Wars qui puisse être vendu soit avec des meeples, soit avec des petits standees, des trucs comme ça. Sauf que Sandy Peterson, lui, il veut pas. Pour lui, Cthulhu Wars, c'est un gros jeu sur la table avec des grosses figurines, ça amène un côté très grandiloquent, et puis c'est un jeu qui l'a un peu sauvé la vie. Du coup, il voulait pas lâcher son bébé Cthulhu Wars. Pour lui, le jeu doit rester un truc grandiloquent comme il est. Et donc, eh bien, il a été un peu difficile de valider ce jeu-là, mais il a fini par accepter pour faire une autre gamme, à savoir Cthulhu Wars Duel. Parce que oui, ce jeu sera une gamme, c'est-à-dire que, eh bien là, pour le moment, vous avez la boîte de base, la première boîte avec Cthulhu et Shub-Niggurath à l'intérieur, avec une carte, et vous aurez d'autres boîtes, dont certaines qui sont déjà sorties aux États-Unis, avec le dormeur et le marcheur des vents, et une autre map qui du coup amèneront vraiment une rejouabilité différente, et surtout où vous pouvez combiner les boîtes pour pouvoir exploiter au maximum la richesse et la force de ce jeu, la force de cet univers que Sandy Peterson a sorti. Pour ceux qui ne savent absolument pas de quoi je parle, Cthulhu Wars, on va commencer par Cthulhu Wars, c'est un jeu de Sandy Peterson de conquête, dans lequel vous contrôlez non pas des investigateurs, mais vous contrôlez plutôt les armées d'un grand ancien, donc par exemple de Cthulhu avec les profonds, les larves stellaires, les Shoggoths, et puis après Shub-Niggurath, etc. Bref, plein d'autres bestiaux qui vont s'affronter entre eux pour pouvoir savoir qui contrôle la Terre. Quoi, ça c'est le jeu de base. La particularité de Cthulhu Wars, et donc de Cthulhu Wars Duel, c'est que chaque faction est très asymétrique et évolue au cours de la partie. Vous avez sur votre plateau de jeu, votre plateau de faction, différentes quêtes, on va dire, à faire pendant la partie, qui vous permettront de débloquer des compétences supplémentaires, des effets supplémentaires sur votre faction, qui vont vraiment rendre votre faction de plus en plus intéressante à jouer, de plus en plus asymétrique à jouer, mais tout en jouant au même jeu. Peut-être que cette dernière phrase vous fait tiquer, mais c'est juste que, par exemple, Root, qui est très connu en ce moment comme étant un des jeux les plus asymétriques du moment, quelque part, il y a un côté qui me gêne, c'est que finalement, les joueurs ne jouent pas au même jeu. C'est tellement asymétrique que chacun a vraiment un gameplay particulièrement différent et qui du coup amène vraiment ce côté je ne joue pas au même jeu du tout. Là, on joue au même jeu mais avec des capacités tellement différentes qu'on joue au même jeu tout en ayant vraiment une asymétrie marquée. Qu'est-ce qui rend ce jeu incroyable? Eh bien, c'est que déjà les parties durent moins de 30 minutes. Allez, peut-être que votre première partie, vous allez faire 40-45 minutes, mais bon. Et que malgré tout, vous allez enchaîner des actions extrêmement simples, et c'est ça que j'adore chez Peterson Games, c'est ce côté où chaque action est simple. Chaque décision ne l'est pas forcément, mais chaque action, c'est déplacement, attaquer, capturer un adorateur, poser un portail. Enfin voilà, c'est hyper simple dans l'idée, mais c'est amené tout autour d'une stratégie et de prise de décision qui font que vous pouvez pas tout faire d'un coup, donc il faut choisir judicieusement ce que vous faites. Le principe du jeu, c'est, contrairement à Cthulhu Wars, de beaucoup plus tataner son adversaire que contrôler des portails, parce qu'en fait, en tuant les unités ennemies, vous allez pouvoir gagner des points égaux au coût de l'unité que vous avez tuée. Et l'autre moyen de gagner des points, c'est de faire des rituels
entre les tours qui vous compteront un point par portail que vous contrôlez. Donc là, c'est le petit côté conquête. Mais justement, ils ont réussi à condenser ce côté conquête pure dans lequel vous avez quand même pas mal de tatanes à faire, même si le problème parfois de ce genre de jeu de conquête, c'est justement qu'il y en a un qui reste dans son coin. Et bien dans ce jeu-là, on peut pas rester dans son coin parce que le but, c'est vraiment de frapper l'adversaire. Le jeu amène aussi quelque chose de très intelligent, c'est le marqueur de décrépitude. C'est un marqueur qui va évoluer si par exemple vous n'avez plus de points de pouvoir et que votre adversaire en a encore, et bien l'adversaire va devoir payer plus de points de pouvoir pour faire ses actions, puisque le but n'est pas d'avoir une avance considérable sur son adversaire parce qu'il nous reste des points. Au contraire, dans ce jeu, parfois, jouer vite est peut-être plus intéressant et amène vraiment une autre stratégie. Donc quand l'adversaire n'a plus de points, votre première action coûte 0 points, votre deuxième action coûte 1 point de plus, votre troisième action coûte 2 points de plus, etc., etc. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient très difficile de faire une action. Cthulhu Wars Duel, achetez-le. Pourquoi vous l'achetez? Eh bien tout simplement parce que déjà vous soutenez la création de ce jeu et les autres boîtes sortiront si vous videz ce jeu en magasin. Si toutes les boîtes sont vendues relativement rapidement, sachant qu'il en reste peu il me semble, eh bien on aura les autres boîtes sur le territoire français. Donc vraiment faites-le, achetez-le, c'est un jeu qui vaut le coup, c'est un jeu qui est vraiment très profond en termes d'asymétrie, en termes de stratégie. Vous avez tout intérêt à l'acheter. Les factions sont relativement bien équilibrées. Je n'ai pas assez joué pour le dire, mais j'ai vu Shub-Niggurath gagner, j'ai vu Cthulhu gagner. Le jeu est bien fait, le jeu est fort, le jeu est puissant. Achetez-le, il est excellent. Vraiment, je ne déconne pas. Et surtout, il est pas cher. 25-30 € maximum. L'édition est belle. Point. Voilà. Achetez-le. Le troisième jeu dont je vais vous parler fait partie des jeux qui ne m'appartiennent pas. Mais j'ai failli l'acheter, c'est juste qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que moi qui dois acheter les jeux. Là, vous voyez, j'en ai quand même pas mal, même si à côté de certaines collections, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais ce jeu-là, j'ai failli l'acheter parce que, à force de le voir dans la boutique, que ce soit au niveau de son édition, au niveau du gameplay qu'il propose, etc., ça m'intéressait beaucoup. Mais voilà, mon autre ami l'a acheté. Ce jeu-là, c'est Chant d'honneur. Alors celui-ci, j'ai un peu moins à vous le présenter puisqu'il est relativement connu, mais on va quand même faire la petite présentation. Chant d'honneur, c'est un jeu d'affrontement dans lequel vous avez des jetons de poker qui représentent des unités, des types d'unités, des cavaliers, des lanciers, des piquiers, des choses comme ça. Et chaque unité est extrêmement spécifique et donc demande une grosse stratégie pour savoir ce que vous allez pouvoir faire au prochain tour. Chant d'honneur, qu'est-ce qui fait sa particularité? Eh bien, c'est tout d'abord justement ce côté unité très différente et majoritairement aussi son choix et son opportunisme que vous devez faire avec l'aléatoire. Parce que la particularité de Chant d'honneur, c'est que vous avez tous les deux ou tous les quatre un sac dans lequel vous allez mettre vos jetons de poker de toutes vos unités à l'intérieur, enfin pas toutes, mais voilà. Et à chaque tour, vous allez piocher 3 jetons à l'intérieur et c'est ces 3 jetons que vous pourrez jouer pour les tours qui viennent. Qu'est-ce que j'aime dans Chant d'honneur? C'est tout con, mais c'est exactement ce que j'adore, à savoir une action à faire par tour et vraiment j'aime cette simplicité. C'est pareil dans Cthulhu Wars et c'est justement ce que je trouve très grisant, c'est ce côté vraiment où vous faites une action, mais vous en aviez plein d'autres possibles derrière, mais ah putain, il faut que je choisisse au bout d'un moment quoi. Le but du jeu, c'est contrôler 6 positions sur le plateau. Sauf que les mouvements de vos unités sont très limités, les actions de vos unités sont très limitées et de manière générale, vous allez devoir recruter les unités au fur et à mesure parce que sinon, vous allez vraiment galérer. Déjà que le jeu vous empêche de poser 2 fois la même unité sur le plateau et du coup, vous devez prévoir la chose, vous devez avoir un jeton d'unité pour pouvoir jouer l'unité. Bref, c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de risque sur est-ce que je joue cette unité, est-ce que je la renforce, parce que la renforcer, ça vous met un autre jeton sur l'unité, mais du coup vous en avez pas dans le sac pour pouvoir la jouer après. Bref, c'est très compliqué, mais c'est ça qu'on adore avec Chant d'honneur, c'est vraiment ce côté où il va falloir beaucoup réfléchir et beaucoup juger de votre stratégie pour savoir si ce que vous allez faire est rentable ou pas. Chant d'honneur, déjà, comment je pourrais plus vous le vendre? Eh bien, c'est un jeu qui est magnifiquement bien édité. Vous avez une boîte qui s'ouvre comme ça par l'avant avec un côté métallique qui ressemble vraiment à un coffre. Les petits sacs qui contiennent les jetons sont incroyables. Les jetons de poker sont infiniment bien faits. Bref, c'est vraiment une merveille d'édition, une merveille de jeu, une merveille de gameplay. Vraiment, il faut y jouer pour comprendre à quel point le jeu est grisant sur vous avez 3 possibilités par tour, mais vous pouvez en faire qu'une par tour et peut-être que celle-ci elle marchera, peut-être que celle-ci elle marchera pas, je sais pas trop, il faut que
je choisisse. Vraiment ce truc d'être limité par vos jetons en main pour jouer les jetons que vous avez posés sur le plateau, c'est très handicapant, mais c'est ce qui fait tout le sel du jeu, toute la force du jeu. Et le jeu, comme Time Arena, a vraiment ce côté draft où au début de la partie ou avant la partie, vous allez sélectionner vos unités dans la bataille parmi 8 qui vont être posées. Le premier en choisit un, le deuxième en choisit deux, le premier en rechoisit deux, etc., etc. Et du coup, chaque partie sera complètement différente puisque les unités ne seront pas les mêmes des deux côtés à chaque fois. Et ça amène vraiment une réflexion de dingue à chaque partie pour se réadapter aux unités qu'on a. On se dit ah putain, j'aurais préféré telle unité pour aller avec celle-là puisqu'elles vont super bien ensemble. Après, certains disent qu'il y a des unités qui sont plus fortes que d'autres. Je sais pas, moi je considère que le jeu est quand même pas mal équilibré. Enfin voilà, Chant d'honneur, moi je vous le conseille, c'est un peu cher, mais en même temps, vu l'édition qu'ils en ont fait, putain ça vaut le coup. Oh là là, qu'est-ce que ça vaut le coup, c'est beau. Et c'est quali, vraiment. Le jeu a son lot d'extensions, alors là c'en est une, mais il y en a une deuxième qui s'appelle Siège, et ça amène d'autres unités, ça amène aussi un petit peu de gameplay supplémentaire, et vraiment vu la profondeur du jeu de base, avec juste une seule, vous avez encore plus de profondeur, et c'est incroyable, vraiment. Chant d'honneur, c'est bien. Chant d'honneur, c'est très bien. Achetez Chant d'honneur parce que c'est très bien. C'est le plus cher pour le moment que je vous présente, mais c'est très bien. On arrive au 4e jeu et ça fait partie sûrement de mon top 3 de mes jeux préférés. Ah, c'est difficile à dire, de toute façon un top 3 toujours, mais vraiment il s'agit d'un de mes jeux préférés. J'aimerais en faire beaucoup plus de parties, mais c'est pas forcément évident. Et ce jeu est fait par une des compagnies que j'aime le moins. Ce jeu est fait par Steamforged. Si vous vous souvenez, si vous êtes un vieux de la vieille de la chaîne, si vous savez sur quel jeu je tape depuis un bon moment, eh bien c'est les créateurs de Resident Evil 2. Et du coup aujourd'hui de Resident Evil 3 et de Resident Evil 1, le jeu de société. Je vais faire un petit retour sur ces jeux quand même depuis ceux qui ne savent pas, mais j'ai acheté le jeu complet de Resident Evil 2 il y a un bon moment, le Kickstarter, et j'ai vraiment pas du tout été emballé. J'ai trouvé que le gameplay ne se tenait pas, j'ai trouvé que c'était très injuste et très mal foutu au niveau de l'équilibre des dés. Ce que propose le jeu pour chaque arme n'était pas du tout adapté vraiment au jeu, et j'ai trouvé que c'était un jeu très injuste et qui ne reflétait pas bien l'univers Resident Evil, qui était mal foutu quoi. Du coup je suis allé voir Resident Evil 3 qui était très mal foutu aussi, ils amenaient un autre type de gameplay mais qui apportait vraiment rien, et Resident Evil 1 qui est dans la même veine, bref, très moyen. Puis je suis allé voir Dark Souls que j'ai trouvé trop lourdingue, et puis avec ce même côté où les règles sont mal foutues je trouve. Bref, Steamforged, j'ai pas tout joué, mais vraiment leur jeu à licence, ça me sort par les yeux tellement c'est pour moi des jeux qui sortent tout en ayant été pas assez testés pour vraiment voir si le jeu se tient. Et puis on me présente un autre jeu qui est plus un jeu de compète, il faut le dire quand même, c'est vachement plus un jeu de compète. Et ce jeu-là, c'est God Tier. Enfin, attendez, pardon, je vous montre l'autre boîte de base. Ah, et pardon, faut que je vous montre aussi qu'il y a quelques autres boîtes. Non, vous ne rêvez pas, eh bien, c'est un jeu qui prend un peu de place, puisqu'en fait, eh bien, il y a pas mal d'armées différentes. Et je vous le dis tout de suite, j'ai pas tout. Il m'en manque pas trop, mais j'ai pas tout. On va déposer un peu tout ça parce que je pourrais pas faire le chapitre avec tout ça sur les genoux. Bon, God Tier alors. God Tier, c'est un jeu d'affrontement, de prise de position, qui a tellement de profondeur, mais qui amène du dé, mais on s'en fout parce que ça marche si bien. God Tier est un jeu de Steamforged dans lequel vous allez avoir une armée, ou plusieurs, je vais en parler après, qui s'affrontent contre une autre armée, et le principe est non seulement de tataner son adversaire, mais aussi de prendre des points sur des emplacements stratégiques du plateau, et le but est de gagner un certain nombre de manches pour pouvoir gagner la partie. En fait, lors d'une manche, vous avez une échelle sur laquelle les joueurs s'affrontent et où selon ce qu'on arrive à accomplir, on gagne un certain nombre de points. Par exemple, tuer une unité rapporte un point, donc on rapproche l'échelle vers nous. Tuer un champion, donc une grosse unité, vaut 4 points. Poser sa bannière sur un des emplacements d'objectifs vaut 1 point. Et conserver sa bannière jusqu'à la fin du tour vaut 4 points. Et à la fin de la manche, si l'échelle est plus proche de nous, nous gagnons la manche. La première manche vaut 1 point, la deuxième 2 points, la troisième 3 points, la quatrième 2 points, la cinquième 1 point. Ce qui fait qu'il y a des manches qui sont, on va dire, plus importantes que d'autres, mais on peut aller jusqu'à la manche 5, et le jeu est plein de profondeur, mais de partout. Déjà, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 4 couleurs
au niveau des boîtes, il y a le jaune, le bleu, le rouge et le vert. Pourquoi? Eh ben parce que chaque faction, chaque type d'armée va avoir son bonus quelque part et ses préférences en termes de stratégie. Les jaunes, s'ils tuent un petit ennemi, ne rapportent pas 1 point mais 2 points. Les rouges, s'ils tuent un gros ennemi, rapportent 5 points au lieu de 4 points. Les bleus, s'ils gardent leur bannière à la fin de la manche, rapportent 5 points au lieu de 4 points. Et les verts rapportent 2 points au moment de poser la bannière au lieu d'1 point. Et majoritairement, si je devais résumer le truc, en gros les rouges sont les assassins, les jaunes sont les tataneurs un peu partout, les bleus sont les défenseurs et les verts sont les supports ou spécialistes. Je dis ça parce que les verts c'est vraiment les gameplays les plus spéciaux du jeu, on va dire. Pourquoi God Tier c'est bien? Eh bien parce que, on va y revenir, hein, mais God Tier a ce côté action simple et limité. Dans God Tier, à chaque tour, vous avez 2 actions par unité maximum. Et croyez-moi, il y a des fois où vous vous dites putain, j'aimerais tellement faire ça, mais je ne peux pas puisqu'il me faut faire 2 actions et pas 3. C'est un jeu qui vous demande de vous limiter dans vos actions et vraiment, il y a des fois, c'est un gros calvaire, mais vraiment un immense calvaire parce que vous vous dites putain, j'aimerais faire ça quoi. Pourquoi il y a 10 000 unités? Parce que ce jeu propose justement de n'avoir jamais la même partie d'une partie à une autre, vous n'avez jamais la même partie grâce à ça. Au début, vous allez faire votre première partie avec une faction contre une faction. Mais le but du jeu finalement, c'est de faire 3 factions contre 3 factions. Vous allez avoir beaucoup plus d'unités sur la table, beaucoup plus de factions à gérer et c'est ça qui va être hyper grisant. Je vais vous expliquer un peu plus en profondeur comment fonctionne le jeu parce que pour moi, il montre véritablement pourquoi le jeu fonctionne. Vous avez votre plateau sur lequel vous avez posé vos unités, ça marche un petit peu de manière alternée comme par exemple un Warhammer. Et sur le plateau, il y a des emplacements d'objectifs que vous devez contrôler en posant votre bannière dessus. Chaque faction a une bannière qu'il peut poser. Ensuite, le jeu se déroule en 2 phases par manche. La phase d'initiation, ou la phase de préparation, on va dire, et la phase de clash. Et chaque unité est représentée par une phase d'initiation en blanc et une phase de clash en noir. Donc vos stats vont bouger, donc il va y avoir des compétences que vous pourrez jouer en phase d'initiation et d'autres compétences que vous pourrez jouer en phase de clash. Et c'est quelque part ça qui est ultra grisant. C'est que chaque unité est extrêmement asymétrique aussi. Par exemple, là dans cette boîte de base, vous avez ici les bleus qui sont contrôlés par Finvar et ses acolytes. Finvar a la capacité d'être plus fort s'il est sur des hexagones d'objectifs. Et par exemple ici en jaune Titus, ces petits acolytes, s'ils encerclent l'unité qu'ils attaquent, eh bien balancent beaucoup plus de dés pour défoncer l'adversaire. Et Titus lui-même peut faire presque 3 actions en un tour grâce à son ulti. Je vous donne encore un autre exemple, mais elle, Nia, donc les verts, peut faire 3 actions par tour si tous ses golems sont sur le terrain. Et Morrigan ici a une attaque que si elle touche, elle one-shot l'ennemi. Elle est pas facile à toucher, mais vous pouvez. Bref, chaque faction a ses particularités. Il y a des factions beaucoup plus basées sur le déplacement, beaucoup plus sur la défense, beaucoup plus sur le one-shot. Il y a un perso par exemple que j'adore qui s'appelle Shale. Il n'y a que 2 figurines, un champion et une unité grosse. Et cette grosse unité est contrôlée par l'autre champion. À chaque fois que le champion fait une action, eh bien le golem peut se déplacer, ou encore cette faction Grimgut qui a été peint par Daju, merci à lui, qui en a rien à foutre de perdre ses petits fidèles, donc ses vomissures, puisqu'en fait il peut les revomir à chaque tour, il revomit les 5 d'un coup à chaque tour. Et ça en fait une unité qui est extrêmement dangereuse puisqu'elle permet soit de bloquer un accès en encerclant complètement, soit de mettre des malus à tout le monde, bref c'est assez horrible. Je pourrais tous vous les présenter, il y en a énormément, il y en a vraiment un bon paquet, des jaunes, des rouges, des bleus, des verts, mes préférés étant les verts, parce qu'ils amènent vraiment pour moi des actions très spécifiques qui sont très rigolotes à jouer. Mais je pourrais jamais vous en parler assez longtemps de ce jeu, puisque ce jeu est profond comme pas permis. Ce jeu vous demande une stratégie assez dingue, puisque en phase d'initiation, je ne l'ai pas dit, mais en phase d'initiation, vous jouez toutes vos unités, puis l'adversaire joue toutes ses unités, mais en phase de clash, c'est hyper alterné, c'est-à-dire que vous jouez une unité, puis l'adversaire joue une unité, puis l'adversaire joue une unité, etc., etc. Donc au bout d'un moment, vous allez devoir vraiment alterner les actions et c'est là où le jeu est de plus en plus compliqué, mais de plus en plus grisant au moment où vous arrivez à faire des choses. God Tier, oui, c'est un plus gros investissement. Je peux comprendre. C'est un jeu avec beaucoup de boîtes à côté pour pouvoir profiter du jeu. Une boîte de base, c'est 40-50 € et c'est vrai que c'est peut-être un peu cher vu ce qu'il y a dedans puisqu'il n'y a qu'une armée de chaque côté. On est beaucoup plus du côté du Wargame
wargame, on est entre le jeu de plateau et le wargame, et c'est vrai que les wargames ont tendance à être un peu chers. Mais le jeu est tellement bien, je sais pas comment vous dire plus à quel point le jeu est tellement bien. Ah si, je peux dire un truc, c'est que Steamforged a fait le jeu, mais les jets de dés sont géniaux. Les jets de dés, bien sûr, vous pouvez faire un jet de merde, mais vous devez jauger entre la défense de l'adversaire, entre l'esquive de l'adversaire, et bref, c'est pas forcément évident qu'on aime finalement dans les wargames, c'est-à-dire un côté incertain, mais où vous mettez toutes les chances de votre côté pour le faire. God Tier, je vous conseille, mais 1 milliard de fois God Tier, je vous conseille, parce que si je pouvais en faire plus de tournois, plus de parties ou quoi, je le ferais, parce que c'est vraiment un de mes jeux préférés de tous, véritablement, et c'est un des jeux qui aujourd'hui fonctionne bien, puisqu'il y a plein d'autres armées qui sortent à chaque fois régulièrement, et il y a une profondeur dans chaque faction qui est géniale, et j'aimerais peut-être à la limite vous en faire des vidéos, parce que c'est... chaque faction est tellement spécifique que j'ai envie de partager ça. Là, j'ai envie d'en parler d'autres, mais je peux pas, parce qu'il faut que la vidéo finisse au bout d'un moment. On va finir ce chapitre sur God Tier, je suis désolé de d'étaler un peu tout ça, mais jouez God Tier. Rendez-vous compte à quel point le jeu est profond, vraiment. Jouer à God Tier, c'est incroyable. Chaque scénario aussi change complètement la donne. Les scénarios changent les événements qui se passeront sur le plateau avec les hexagones d'objectifs qui pourront soit apparaître, soit disparaître, soit se déplacer. J'ai le souffle coupé en parlant parce qu'en fait le jeu est vraiment très profond. Le jeu propose tellement de choses, vraiment. Jouer à God Tier. On arrive au dernier jeu de cette sélection et quelque part je triche un peu pour ce choix de jeu, même si pas tout à fait, je vais vous expliquer ça. On passe dans un magasin avec ma copine, Déclic Ludique, et on passe à côté de cette boîte où ma copine fond d'admiration devant au début, puisqu'en fait elle craque sur le design, c'est normal, c'est très important pour vendre un jeu. Et puis moi je lui dis, mais tu sais, c'est un jeu d'affrontement à deux, donc c'est peut-être pas forcément ce qui te plaît. Elle me fait, ah ouais, j'aime pas trop quand on s'affronte, etc. Ouais, elle aime pas trop les jeux à deux d'affrontement. Sauf que on se balade un peu dans le reste du magasin avec... Enfin, j'étais avec mon ami et ma copine, et ma copine reste à côté de la boîte. Et il réfléchit. Beaucoup. Parce que le design l'intéresse beaucoup, et que le gameplay aussi l'intéresse beaucoup, malgré tout, même si c'est un jeu d'affrontement, eh bien, c'est le type de jeu qu'elle aime beaucoup, malgré tout. Donc vous allez dire, elle aime pas les jeux d'affrontement, mais elle aime bien ce type de jeu. Eh bien justement, parce que c'est un jeu de deck building. Elle adore les jeux de deck building, et Twisted Fable, eh bien, elle a complètement craqué avec ce jeu. Et au début, je l'ai acheté, pas tout à fait à contre-cœur, mais je me suis dit, bon, allez, un deck building de plus, etc. Oh putain, qu'est-ce que je me suis trompé. Twisted Fable, oh là là, quelle claque. Aujourd'hui, c'est un des jeux avec lequel j'emmerde le plus mes amis, parce que je dis on fait une partie, on peut jouer à 2 ou à 4. C'est pour ça que je le fais même quand il y a plusieurs amis. Parce que Twisted Fable, je trouve que vraiment c'est un excellent jeu. Sûrement le meilleur deck building auquel j'ai joué pour le moment. J'en ai pas joué énormément non plus, mais là on atteint un niveau de deck building, une idée de deck building que j'ai jamais vu et qui se tient jusqu'au bout, et où comme les autres jeux que je vous ai présentés, l'asymétrie est tellement plaisante. Pour les gens qui connaissent pas Twisted Fable, je vais en parler, mais Rachel du Passe-Temps en a très bien parlé aussi. C'est un jeu de deck building d'affrontement. Chaque joueur va choisir une fable, donc une des petites filles qui est ici, le Chaperon Rouge, Kaguya, Blanche-Neige, Mulan, La Belle au Bois dormant ou encore Alice au Pays des Merveilles. Je fatigue, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai trop d'euphorie. Et en fait, chaque fable va avoir son deck qui lui est dédié, avec 3 piles qui sont en face de vous, dans lesquelles vous allez pouvoir acheter chaque carte de chaque pile pour pouvoir évoluer votre deck au cours de la partie, et vous avez sinon des cartes de base qui du coup vous permettent d'acheter ces fameuses cartes. Pourquoi c'est excellent Twisted Fable? Waouh! Comment expliquer? C'est incroyable parce que là je suis en train de me dire comment je peux vous expliquer et vraiment vous vendre le jeu au maximum. Chaque fable a vraiment sa manière de jouer, chaque fable a son deck spécifique qui lui est donné. Il y en a qui sont plus attaquantes, il y en a qui sont plus défensives, il y en a qui sont plus spécifiques comme Blanche-Neige qui va pourrir le deck de l'autre, ou la petite fille aux allumettes qui va pourrir aussi le deck de l'autre, mais pas de la même manière. Ça c'est fort aussi, c'est mettre le même type de gameplay, mais ça n'amène
n'amènent pas les mêmes choses. Déjà, il y a voilà ce côté très asymétrique qui est très très bon. Chaque tour, vous avez vraiment cette possibilité soit de jouer vos cartes de base pour acheter des cartes, soit de les mélanger avec une carte talent, mais dans ce cas, vous n'avez pas de points pour acheter des cartes. Les cartes talent sont des cartes spécifiques justement à chaque fable et qui amènent vraiment tout le côté asymétrique finalement. Et même s'il y a ce côté pioche au hasard, eh bien selon votre stratégie, selon si vous faites de la merde ou pas, vous pouvez quand même, eh bien malheureusement perdre complètement ou gagner complètement selon ce que vous faites quoi. L'erreur souvent par exemple que j'ai vu de certains joueurs, c'est de ne pas acheter de cartes de base, donc les cartes qui permettent d'acheter d'autres cartes, parce que ces cartes de base elles vont malheureusement être trop importantes pour jouer les autres cartes derrière ou pour acheter d'autres cartes. Il y a une strat vraiment très forte dans ce jeu, mais surtout je l'ai choisi dans les jeux d'affrontement. C'est le seul jeu où vous vous dites mais putain c'est un jeu de cartes donc c'est un peu nul finalement, c'est pas un jeu de placement, de conquête avec des cases, etc. Pas un petit peu, puisque Twisted Fate se joue sur un emplacement de 9 cases sur lesquelles les joueurs vont s'affronter un petit peu à la manière d'un jeu de combat. Dans un jeu de combat, si vous êtes contre le mur, eh bien, vous allez potentiellement avoir plus de difficultés à passer de l'autre côté, à être un peu plus tranquille. Là, dans ce jeu, vous avez une notion de portée, vous avez une notion justement où si vous êtes au bord, eh bien, il y a des personnages qui peuvent vous pousser contre le mur et donc vous faire des effets supplémentaires. Bref, vous avez une gestion des distances et des portées entre les personnages qui vous demanderont encore plus de stratégie. Par exemple, le chaperon rouge, eh bien, ce qui était très drôle dans la dernière partie que j'ai fait, c'est que j'étais très loin de mon adversaire, mais en défonçant des cartes, eh bien, j'ai réussi à avoir 6 de portée, donc finalement pouvoir l'attaquer. Il y a vraiment une gestion, voilà, de la distance avec l'autre, comme dans n'importe quel jeu de combat, et c'est vraiment un jeu qui, voilà, qui est très à la Street Fighter, donc à zoner l'adversaire, à lui dire si tu t'approches tu te prends ça, mais si tu t'approches pas tu peux pas me faire ça. La dernière chose c'est que je vous parlais d'asymétrie, mais même en jouant à chaque fois le même personnage, vous avez différentes stratégies qui se poseront à vous, car chaque fable a 3 ultis et vous devrez en prendre une seule par partie à chaque fois. Et croyez-moi, à chaque fois vous voyez les 3 cartes, vous vous dites ah putain celle-là elle est bien, mais celle-là elle est mieux, mais celle-là elle est bien, et du coup vous devez choisir véritablement laquelle vous devez prendre cette partie-là parce qu'elle serait plus avantageuse pour vous à cette partie-là et pas forcément à une autre partie. Par exemple, il y a la petite sirène qui a un ulti qui permet à la fois d'augmenter grandement les dégâts des tentacules qui sont placés sur le plateau, mais il y a un autre ulti qui permet de mettre ses tentacules sur son plateau qui met des défenses automatiques. Et croyez-moi, les défenses automatiques c'est très fort parce que c'est dur à tuer. C'est dingue à quel point j'ai l'impression de mal vendre le jeu. Le jeu est un deck building qui amène une stratégie et une mise en place qui est incroyable. On a des personnages qui sont complètement asymétriques, on a des personnages qui sont hyper grisants à jouer. Là vous vous dites que j'ai la boîte de base, mais non, en fait j'ai toutes les extensions avec les figurines et les autres fables à jouer. Donc j'ai la petite sirène, la petite fille aux allumettes, Scheherazade et Dorothy, et surtout j'ai le pack pour jouer à 4. Un petit pack que j'ai trouvé qui était vendu dans d'autres boutiques à 15 €, c'est vraiment pas grand chose, et vous avez les autres plateaux pour pouvoir jouer avec les autres fables, parce qu'en plus le jeu est une merveille d'édition. Il y a même le petit tapis qui est vendu avec ce pack à 4 joueurs pour justement que ce soit un peu plus agréable. Twisted Fate, c'est mon jeu du moment, c'est le jeu sur lequel je m'amuse le plus et où à chaque fois je me dis mais merde comment je vais faire pour gagner à ce moment-là, etc. C'est vraiment un jeu très grisant. C'est un jeu où vous vous amusez à chaque partie parce que vous vous dites je vais peut-être faire mieux cette partie, je vais peut-être encore faire mieux cette partie, et chaque perçoit tellement sa particularité. J'aimerais vous en parler aussi, comme pour God Tier, comme pour Tool Wars Duel, comme pour Time Arena. Bref, tous ces jeux-là que je vous ai présentés, la particularité finalement très proche entre eux, c'est la symétrie. J'adore le côté asymétrique des jeux, même si voilà, j'en ai parlé, Roots, pour moi c'est trop. Là vous voyez peut-être la boîte d'Anachronie sur le côté, c'est pareil, il y a de la symétrie. Small World, Role Player récemment que j'ai eu. Bref, ce qui me donne encore plus de plaisir à chaque jeu, c'est finalement qu'on ait tous notre particularité autour de la table et que, eh bien, on joue avec et qu'on fasse vraiment le maximum avec pour pouvoir terrasser notre adversaire quelque part. Twisted Fable, la totale, vous en avez pour 115 €. Ce qui, en vrai, vu le contenu
est pas grand chose. 115 €, c'est 50 € la boîte, 50 € les extensions de base et 15 € pour le 4 joueurs. Mais vous avez tellement d'heures devant vous, tellement c'est génial Twisted Fate, c'est vraiment le jeu du moment qui m'intéresse le plus. Je pense que si vous devez retenir qu'un seul jeu de ces 5 là, bah en vrai il y en a aucun. Je vais pas vous mentir, hein, c'est difficile pour moi de vous en retenir qu'un seul. Je dirais que mon cœur balance pour que vous achetiez Cthulhu Wars Duel parce qu'il y en aura d'autres après et du coup ça sera cool. Si je devais vous parler que de gameplay pur, mais il est beaucoup plus cher, c'est God Tier. Et si vous voulez pas mal de profondeur mais pas trop cher, bah franchement, Twisted Fate. Achetez Twisted Fate, vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, j'espère que ça vous a plu. Sincèrement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à me présenter votre jeu d'affrontement que vous avez envie de partager. Et abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos de ce genre qui présentent des jeux. Et même de manière générale, j'ai plein de projets qui arrivent avec des projets autour de figurines, des projets autour de construction un peu DIY. Vous verrez aussi. Je vous rassure, hein, ça restera jeu de société, mais il y a du DIY quand même. Allez, je vous fais un petit teasing, ça sera avec des mousses comme ça. Et donc j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour déjà le prochain épisode de le jeu. Et d'ici là, ben... je suis fatigué, mais c'était par l'euphorie. Salut!